e-radio. 90.3. L'audit des licences de pêche et les prix dérisoires que payait l'Union européenne, les premiers pas diplomatiques du président Diomaye Faye dans le voisinage immédiat et la sous-région, la situation économique et financière tendue et les promesses électorales sur la baisse du coût de la vie. Pour parler de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 12 mai 2024 Mamadou Wane Dimao, sociologue et spécialiste de la petite enfance, et Mohamedou Dia, journaliste, philosophe et écrivain. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 12 mai 2024, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps, qui reçoit donc Mohamedou Wane Dimao, qu'on ne présente depuis au Sénégalais, sociologue, spécialiste de la petite enfance. Nous sommes aussi avec Mohamedou Dia, journaliste, philosophe et écrivain. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Le nouveau pouvoir a pris des décisions dites au Sénégal salutaires, selon beaucoup de personnes. C'est l'audit des licences de pêche et les prix dérisoires qui étaient payés par l'Union européenne. Le ministre de la Pêche, Mme Fatou Diouf, a fait une conférence de presse en donnant la liste des navires. Il s'agit de 151 navires, dont 133 nationaux, 19 internationaux détenteurs de licences de pêche, ce qu'a dit la ministre le 6 mai dernier. Et depuis quelques années, plusieurs pêcheurs sénégalais disent ne plus vivre de leur métier à cause de l'envahissement des chalutiers étrangers. Alors Mao, Wane, comment peut-on analyser ces mesures qui ont été prises par le nouveau pouvoir? Alassane, permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs et de saluer aussi Dia, que je connais, Mohamedou Dia, que je connais très bien. Voilà. Bon, moi, avant d'aborder la question, permettez-moi d'abord rendre hommage au peuple sénégalais. Rendre hommage au peuple souverain qui a acté le 24 mars. Je pense que quelque chose qui est très important, qui a acté ce qu'on appelle, nous, les maoïstes de l'époque, l'extrême gauche et tout, le grand soir de la démocratie sénégalaise. Le professeur Sidia l'a dit d'ailleurs. Donc pour moi, c'était très important. On a fait notre troisième alternance, entre guillemets alternance, d'autres disent alternative. Mais pour la première fois, un candidat de l'opposition arrive en tête avec 54% dès le premier tour. C'est inédit. Oui. Parce que M. Wade, en 2000, est arrivé deuxième. M. Sall, Macky Sall, en 2012, est arrivé deuxième. Et pour la première fois, donc, moi je pense que c'est extrêmement important. Mais c'est un processus, donc, à mon avis, ce qui s'est passé le 24 mars, je pense qu'il faut revenir en arrière un petit peu. Je ne vais pas vous fatiguer un peu avec un long développement, mais il faut que les Sénégalais retiennent le 3 février la déclaration de M. Macky Sall à 14 heures, qui marque le coup d'État, à mon avis constitutionnel, avec le report de l'élection. La présidentielle. de la présidentielle. Et quand il a parlé, moi, ça m'a rappelé les généraux ou les capitaines qui prennent le pouvoir. Ils font des déclarations télévisées et tout. Pour moi, c'est le plus grand marqueur de l'autocratisme d'un régime où tout est permis. Jusqu'à nous dire, oui, je sais pas, c'est incroyable. La monarchisation de la République, a connu, comment dirais-je, un niveau jamais égalé dans ce pays. Donc, pour revenir, à partir du 24, on a une nouvelle équipe qui a payé. Et je salue toutes les forces d'avant-garde progressistes dans ce pays qui ont permis ça. Pas seulement les partis politiques progressistes, mais la société civile. À partir du 3 février, il y a une mobilisation extraordinaire. Les anonymes. Donc, Les anonymes. Oui, c'est-à-dire des gens connus.
des universitaires, Et des anonymes aussi. des anonymes, des citoyens comme vous et moi. Toute cette jeunesse qui allait manifester. Moi, j'ai vu tous les jeunes. Je n'ai pas raté une seule manifestation. Quand j'ai vu l'âge des manifestants baisser, à partir de, vous voyez des jeunes de 15 ans, 14 ans et tout, et pour revenir à cette question de pêche, hein, d'exploitation, hein, à mon avis, les ressources halieutiques, c'est vraiment, à mon avis, c'est source de revenus pour l'État. Hein, on nous l'a pompé dans une relation néocoloniale. L'Union européenne dont vous parlez, la relation avec l'Union européenne, c'est la continuation, hein, d'une relation néocoloniale où ils prennent nos produits, ils l'achètent à très bas prix et il y a une magouille internationale parce que le système sur lequel repose, c'est le néolibéralisme, le capitalisme. Donc, il ne faut pas s'attendre, à mon avis, qu'il y ait des rapports équilibrés, d'un partenariat équilibré. Et je voulais dire, si vous avez vu que les jeunes ont constitué l'avant-garde de cette révolution démocratique, politique et citoyenne, c'est parce que les jeunes aussi, hein, se sont retrouvés massivement exclus de l'accès aux ressources de la mer, ce qui a amené l'immigration, la tragédie. Tout dirigeant politique sérieux dans ce monde-là, quand sa jeunesse emprunte les pirogues pour mourir au fond de l'océan, vous devez vous poser des questions. Revoir tous les accords de pêche. Parce que c'est notre richesse. Est-ce que justement, Mohamed Dia, cet audit des rapports des licences de pêche va dans le sens de rééquilibrer les relations? Je vais commencer par saluer les auditeurs et mon grand oncle, je le connais depuis que je suis tout petit et je suis très heureux de voir qu'il n'a pas changé, il est encore révolutionnaire aujourd'hui. Dans l'âme. Dans l'âme, à l'époque, on pouvait passer dans une autre émission à parler de sa gloire passée de révolutionnaire. Cela dit, bon, moi je vais m'en tenir au thème du jour sur donc, la question de la pêche. Moi je considère la pêche à deux volets ici. Le premier, c'est que c'est une ressource essentielle pour le Sénégal. Nous avons la chance d'avoir une façade maritime d'à 700 km. Il y a tous ces pays enclavés comme le Mali, le Burkina, le Niger, etc., qui n'ont pas de façade maritime. Et nous, cette ressource, elle est fondamentale. La seule pêche traditionnelle, enfin artisanale, compte quand même pour 80% des prises et fait vivre des millions de personnes. Fait vivre. Et il y a des personnes qui tirent des ressources directes qui sont plusieurs milliers. En plus donc de ces 151 navires industriels qui sont maintenant autorisés par le nouveau ou la nouvelle ministre donc de la pêche, il y a 17 000 pirogues donc, qui sont ceux qui participent donc, à la pêche artisanale et qui font des choses extraordinaires. Mais le problème, c'est qu'avant d'en venir à l'exploitation des Occidentaux, nous avons besoin de former ces gens-là. Nous avons besoin, comme dans tout ce qui se passe au Sénégal, pour les jeunes, c'est la formation, l'éducation. Que ces valeurs-là, enfin valeurs guillemets, soient vraiment des valeurs enracinées. Et c'est dommage que ce n'est plus le cas. Les jeunes d'aujourd'hui sont ballottés par des tentations voilà, de partir vers un horizon d'ailleurs que nous connaissons très bien. M. Wane et moi-même, nous avons vécu longtemps en France. Moi, je continue de vivre de manière voilà, temporaire. Mais il n'y a plus rien là-bas pour les immigrés qui n'ont aucune formation. Ça va revenir parce que ces pays, nous en parlerons, sont des pays atteints de dénatalité, que ça, dans toute l'Europe. Tous ces pays ont besoin d'immigrés. Et bon, mais pour la pêche, le problème n'est pas seulement de décider ou de décréter qu'on va... Il y a 4 navires à peu près qui ont été éliminés sur le lot. Mais le nouveau problème, c'est que sur les 19 pirogues et même surtout les 100 sénégalais, la plupart sont en fait opérés, entre guillemets, par des Chinois.
C'est ce que disent les gens. Ça veut dire prête-nom. Avec des prête-noms. Et donc... C'est des Sénégalais qui sont mis en avant, voilà. Mais qui n'ont pas la capacité. Mais derrière, il y a des Chinois qui sont... Voilà, Greenpeace Afrique dénonce cela. Il demande à ce que les autorités actuelles aillent faire des enquêtes. Et il ne suffit pas simplement de décréter que, bon, voilà, on a décrété qu'il y a 151 maintenant navires qui sont contrôlés, etc. Non, il faut qu'on vérifie qui, dans ces navires, fait quoi. Je pense que ça, c'est très important et que c'est une ressource essentielle. C'est l'une des mamelles de l'économie nationale, la pêche. Au niveau des importations, d'ailleurs, c'est ce que nous importons le plus, les poissons. Mais si nous laissons les Européens... Moi, quand j'ai vu les chiffres, j'étais ébahi. Je ne sais pas comment un peuple souverain peut accepter ça. Oui. Ce que les gens dénoncent aussi, c'est le fait qu'il y ait un partenariat inéquitable. Qu'aujourd'hui, l'Union européenne dit ne pêcher que le tchof et le merlou, comme si les Sénégalais n'avaient pas envie de manger du tchof et du merlou. Le menu fretin est laissé aux Sénégalais. Mais sur le plan du marché de la vente, le prix que l'Union européenne paye est 2 fois moins cher que celui des Sénégalais sur le marché national. Oui. Mais avant de revenir à cette question-là, je voudrais dire que, le premier acte posé par le gouvernement, c'est méthodologique. Hein. On fait d'abord l'audit physique. Et je pense qu'il y aura une deuxième étape. Pour vérifier qui est derrière les noms. Qui est derrière les noms. De certains navires. Et le premier discours, je pense, du président Diomaye, il a beaucoup parlé des prête-noms. Il a beaucoup insisté. Donc, comme dit mon neveu, derrière les Sénégalais se cache toute une mafia. Il faut dire les noms. Nos ressources halieutiques, notre mer a été vendue. Et moi, bon, vous avez dit le tchof, le merlou, il y a le thon blanc également, qui est pêché ici, transformé en Europe, qui revient, même si c'est transformé ici, mais une grande partie, qui nous revient extrêmement cher. Revendu dans les grandes surfaces. Oui. Bon, maintenant, moi, je me mets dans la peau d'un Sénégalais, Saint-Louisien, qui a connu dans son enfance, venant du Fouta, du bon poisson. Du très bon poisson. Et on m'a privé de cela. Le tchof aujourd'hui sur le marché, le kilo, c'est entre 5500 et 6000. Même le yaboy est devenu introuvable. Le yaboy est devenu introuvable. Moi, hier, j'ai acheté un yaboy, c'était 400 francs. Le prix, un seul yaboy. Et les Sénégalais raffolent du yaboy, même, bon, on le met dans les thieboudiennes. Bon, donc pour revenir aujourd'hui, ça quand même, pour moi, atteint notre alimentation, qui était à base de poisson. Aujourd'hui, le poisson est un produit de luxe. Et ça pose le problème, à mon avis, pour revenir au concept de souveraineté. La question de souveraineté alimentaire, ce n'est pas seulement entre guillemets le riz, c'est aussi reprendre la possession de nos mers et ensuite que les Sénégalais puissent... Moi, ce n'est pas mon problème. Bon, qu'on l'exporte, ça fait partie du système commercial international. Mais ma préoccupation d'abord, que les Sénégalais retrouvent leur poisson. Et moi, je pense qu'un des traceurs, ça a été quand même cet audit de la propriété de ces bateaux, etc. etc. Et je pense que la deuxième étape, ça va suivre. Donc, ce n'est pas seulement, à mon avis, bon, on va éliminer 2 ou 3, non, ça va aller plus loin. Parce que vous avez parlé d'une révolution, il y aura des ruptures. C'est la même chose, ce n'est pas seulement un acte isolé. Ça vient dans un ensemble aussi, peut-être on va l'avoir. Oui, mais justement, c'est cette question que beaucoup de posent. Les gens de ce qui se passe dans la pêche, la façon dont les accords sont faits, dans d'autres secteurs économiques du pays, c'est pratiquement la même chose. Les accords concernant l'exploitation de l'or, du gaz, du pétrole et d'autres contrats, que la puissance étrangère est privilégiée par rapport aux locaux. Et justement, puisque ce nouveau régime parle de transparence, c'est le bon moment d'être transparent. Donc, d'abord, qu'on identifie ces bateaux pour qu'on sache qui est qui exploite quoi, qui sont les prête-noms.
Parce que il faut qu'on se dise des vérités, même crues. Il faut que l'on privilégie l'intérêt national. Ça, c'est automatique. Voilà. Et ces accords ont commencé depuis longtemps, depuis 1979, et renouvelés régulièrement jusqu'en 2014. Et là, les nouveaux accords, là, c'est jusqu'en 2025. Donc, le nouveau régime a une occasion en or, si on peut dire, de remettre ça en cause, même de les supprimer s'il le faut. Mais c'est au régime de décider de ça. Cependant, en ce qui concerne, par exemple, les prises, en fait, c'est plutôt le ton. Hein, c'est pas le mérou. Il y a le ton, il y a le mérou. Oui. Voilà, c'est le ton. Et c'est presque bradé. C'est à des prix bradés. Et ça, c'est pas normal. Je ne sais pas sur quelle base on a... moi, j'ai lu 3 millions d'euros, mais c'est un scandale. Il faut que ça soit renégocié, et que les prix soient augmentés. Si jamais on doit continuer avec eux. Sinon, nous-mêmes, nous sommes parfaitement capables. Nous sommes d'ailleurs dans la sous-région, le seul pays où nous avons des populations qui sont des populations qui ont une tradition de pêche. Les Lébous de Dakar, jusqu'à Gendar, en passant par Kayar, n'est-ce pas? Chez nous, au Fouta, c'est peut-être la pêche pluviale, mais les Tchoubalos sont experts en la matière. Je ne crois pas qu'on puisse trouver des équivalents sur la côte. Mais à l'intérieur de nos terres, toujours sénégalaises, on a les Nyominka, etc. Et au Mali, on a aussi des pêcheurs fluviaux qu'on peut identifier. Donc, c'est une ressource à la fois économique et culturelle, et un ensemble. Mais il y a eu ces accords depuis 1979 qui ont toujours été des accords en notre défaveur. Donc il faut les remettre en cause, mais en passant par la transparence, qu'on nous dise et que l'on ne cache pas les choses, que ça soit sur la place publique, et que chacun sache ce qui se passe réellement, ce qui s'était passé, et la rupture, comment elle va intervenir et ce qu'elle va permettre. Bon, ça c'est d'un. De deux, il faut savoir aussi une chose, il a parlé du jeune Foutanké qui arrivait à Saint-Louis et qui avait du bon poisson, mais moi je suis né et j'ai grandi à Yara, donc pas loin de la plage. Et à l'époque, on voyait les pêcheurs, les maîtres pêcheurs, on les appelait les maîtres de filet, Borombal. Sur la grève, regardaient au loin et voyaient les bancs de poissons. On pouvait distinguer par exemple malheureusement, moi j'ai un problème, je ne connais pas les noms de poissons en français, mais je les connais en wolof. Par exemple, le guis, je crois que celui-là, je connais, c'est le mulet en français, et ça saute. Et donc, de la grève, les maîtres pêcheurs voyaient le banc. Et immédiatement, les gens allaient faire le tour avec les pirogues, jeter les filets et tirer à la main. C'était des prises incroyables. Les yabois dont vous parlez se donnaient gratuitement dans le village d'Anne. Les gens venaient nous en donner. Maintenant, un coûte 400 francs maintenant. Voilà. Un yabois. Mais il y a aussi, entre parenthèses, l'explosion démographique. Ça aussi, le Sénégal qui avait 3 millions d'habitants en 1960 et qui en a maintenant 18, 6 fois 3. Et le changement climatique aussi. Et le changement climatique, si on veut. Mais la surexploitation. Parce que les navires industriels font tout en mer. Grâce tout. La capture, la transformation et partent avec des pots. Et les déchets qui sont jetés. Et les petits poissons qui sont sacrifiés, entre guillemets. Donc tout cela mérite une réflexion en profondeur avec des experts, des gens qui connaissent le domaine. Ce n'est pas mon cas. Moi, je l'ai vécu empiriquement, mais je crois qu'il faut qu'on aille dans ce sens. Justement, il n'a pas de question d'experts. Beaucoup estiment que dans les contrats, souvent, nos États sont grugés parce que l'expertise internationale est très férue avec le droit très précis. Et souvent, face à nos experts, ils arrivent à faire des contrats qui lient nos pays sans peut-être qu'on s'en rende compte, ou bien sans qu'on ait des gens compétents pour dénoncer ces accords. Les gens ont posé la question, par exemple, sur le pétrole et le gaz. Il arrive que les navires viennent, vous disent qu'ils ont pompé pratiquement 10 000 litres, alors qu'ils ont pompé 20 000 litres. Vous n'avez aucune expertise pour contrôler. Non, mais moi, je pense qu'on ne peut pas, dans un système économique dominé par le capitalisme, isoler la pêche, le secteur de l'énergie. Du tout. C'est un ensemble. Oui, des mines, c'est un ensemble. Et quand vous regardez cet ensemble, elle a pour origine la colonisation. Et Marx disait, en parlant justement de la colonisation, le stade où le capitalisme a commencé à se développer. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de Marx. C'est ça, c'était la circumnavigation. Donc, on est dans un rapport
comme ils sont venus ici nous prendre nos terres, il y a eu la traite négrière, l'économie de la traite, c'est eux qui imposaient le prix de l'arachide. Nos États n'ont jamais, à mon avis, on est dans une relation de dominer. Ils nous imposent leur prix. C'est que la même logique qui a conduit, par exemple, l'uranium au Niger, qu'il volait, il faut dire le mot, qu'il volait, parce que le prix proposé aujourd'hui, 100 fois plus, le Niger vend. Depuis que le Niger a recouvré sa souveraineté sur l'uranium, les recettes de l'État se sont multipliées par X. Donc pour moi, ce qui nous impose au niveau, je dis, toute la relation avec l'Union européenne, c'est une relation de rapport de force en leur faveur sur le plan économique. Et maintenant, vous parlez d'experts. Même si les experts sont là, si le système est un système corrompu, même ces experts seront corrompus. Je ne doute pas qu'il y ait des experts patriotes. Mais c'est un système. Et quand les experts se retrouvent dans le système qui ne profite qu'à l'Union européenne ou au capitalisme en règle générale, c'est ça le problème. Maintenant, on a nos élites aussi qui continuent à envoyer leurs enfants étudier aux États-Unis, au Canada, étudier en Europe. Il y a le mythe de cette élite. Les classes moyennes ne rêvent que de l'Europe. Ils ont transmis ce rêve aux jeunes qui viennent des quartiers populaires, aux jeunes qui sont déclassés. L'idéologie dominante, aujourd'hui, c'est de continuer à avoir une communication et des représentations Paris, New York, Londres, etc. Washington, c'est le pays de paradis économique. C'est là où, dès qu'on arrive, tout ce qu'on ramasse, on le transforme en or. Donc, pour moi, ce sont les classes. On voit des milliers de Sénégalais aller vers le Nicaragua, tenter même la mort pour aller aux États-Unis. Oui, parce que comme ils ne peuvent pas le faire de manière régulière, alors que les autres le font avec des passeports diplomatiques vendus, ils vont facilement là-bas. Donc, ils sont dans le système de représentation. Et le système de représentation où eux, ils continuent à être des serviteurs de l'Occident, des serviteurs de l'Union européenne, beaucoup plus que le patriotisme. Donc pour moi, pour revenir sur ces questions, la question de la pêche, à mon avis, aujourd'hui c'est un des indicateurs, c'est comme le foncier. C'est un indicateur parce qu'aujourd'hui, cette pêche-là nous rapportait en termes de devises, en termes, etc., qu'on perdait d'ailleurs, parce que du fait qu'on est dans le franc CFA, etc., etc. Donc, pour revenir à cette question, à mon avis, prioritaire, la question de la pêche, c'est la même question que les accords secrets avec la France. On ne connaît pas. Les accords de défense. C'est la même chose que les accords de défense. Jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des troupes françaises ici. Et vous ne verrez aucune troupe africaine à Paris. C'est très clair. Ni à Londres. Mais justement, le constat qu'a fait Grand Mao depuis les indépendances jusqu'à présent, la mainmise de l'Occident sur nos économies, on a fait le constat dans nos pays. On sait pourquoi ça ne va pas. Mais pourquoi depuis là, on n'arrive pas à s'en sortir? Pourquoi le système est encore là? Il se renouvelle. On a vu dès que les autorités ont été élues, la mission de FMI qui était venue au Sénégal. On a vu l'Union européenne courir ventre à terre pour vous parler un peu des accords de pêche qui sont là. Pourquoi on n'arrive pas à changer de disque et de paradigme? Oui, ça, c'est une question fondamentale. Mais il ne faut pas prendre les Occidentaux pour des demeurés. Les colonialistes, quand ils ont quitté l'Afrique, ils ne sont pas partis comme ça. Ils ont piégé le continent. Toutes ces frontières artificielles qui ont été tracées depuis Berlin, le fameux congrès de Berlin 1884-1885, mais sont des frontières invivables. Et ça crée beaucoup de problèmes. D'ailleurs,
l'Union africaine, enfin, maintenant ça s'appelle l'Union africaine, ça s'appelle l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, avait monté comme, comment dirais-je, comme principe sacro-saint l'intangibilité des frontières, mais a été obligé à un moment donné, par exemple pour l'Érythrée, d'accepter la séparation de l'Érythrée de l'Éthiopie, qui prive d'ailleurs l'Éthiopie d'une façade maritime. Et le Soudan, ils ont été obligés de diviser en deux. Il y a le Soudan du Sud maintenant et le Soudan du Nord. Parce qu'il y avait un problème de racisme entre les Noirs et les plus ou moins métissés qui sont au Nord, etc. Voilà. Ça, ces frontières sont invivables. Donc l'Afrique ne peut s'en sortir qu'en réalisant une unité. Ça, c'est clair. Tout le monde le conseille, de l'unité panafricaine. Mais les Occidentaux savent que cela leur sera fatal et ils font tout pour l'empêcher. Mais pourquoi les Africains sont incapables de faire cette unité, malgré les discours, malgré les conférences, malgré les séminaires, malgré toutes les discussions, malgré la littérature qui a été écrite sur ça? Ça, c'est au niveau, on dirait, mon oncle Mao, la superstructure, tout ce qui sont les représentations, etc. Mais il y a la structure économique. Ils ont fait de sorte que tous ces pays soient dépendants. Mais comme il y a des pays qui l'ont réussi. La Chine a réussi à s'en sortir. La Chine a réussi à s'en sortir. Oui, les autres pays, le Vietnam a réussi à s'en sortir. D'autres pays ont réussi à s'en sortir. La Malaisie, la Corée du Sud, pourquoi, qui étaient au même niveau de développement que le Ghana, pourquoi l'Afrique est incapable de le faire? Parce que le leadership africain n'a pas joué le jeu qu'il fallait. Par exemple, prenons le cas du Sénégal et de ce qui nous fait le plus plaisir, je ne sais pas quoi, nous sommes très heureux de dire que le Sénégal a de grandes élites, ils ont été très bien formés. C'est vrai. Mais en même temps, à quel prix? Le système de Senghor, c'était un système élitiste. Les meilleurs étaient dans certains lycées ici, etc. Je parlerai du lycée Vambo, puisque c'était mon lycée, etc. Mais ce qui passait, les mailles du filet des examens de concours d'entrée en 6e, par exemple, si vous faisiez une faute en dictée, même si vous avez 20 sur 20 en mathématiques, vous étiez éliminé. C'était des notes éliminatoires. Aujourd'hui, d'ailleurs, entre parenthèses, la dictée est supprimée, ce qui est aussi une erreur monumentale. Mais cet élitisme-là, on a formé de très petites quantités, entre guillemets, de personnes. La masse n'a pas été alphabétisée comme il faut, n'a pas été formée. Et c'est un peu un retour de boomerang que nous avons aujourd'hui, avec tous ces jeunes dans la rue qui vendent, qui seraient même prêts à monter sur les arbres pour vendre, transformant Dakar et les grandes villes du pays en souks géants à l'air libre. Mais ça, ce n'est pas un chemin de développement. Le chemin, c'est l'unité africaine. Senghor avait essayé, on a vu que les Occidentaux avaient joué avec Houphouët-Boigny pour dire les choses telles qu'elles sont, de sorte que cette unité que les colons avaient réalisée, il y avait l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, et qui était dirigée à partir de l'AOF de Dakar, et l'AOF, je pense que c'était au Cameroun ou au Congo. Pourquoi on a supprimé ça avant de partir? Ils l'ont fait pour mieux nous tenir. Oui, mais justement, les gens parlent de l'indépendance de nos pays. Est-ce que les Sénégalais sont prêts à payer le prix de cette indépendance? Est-ce que les gens sont prêts à se sacrifier pour les générations futures? Parce qu'on a l'impression que nos dirigeants, ils veulent le pouvoir pour la prochaine élection. Malgré le discours qu'on fait dans l'opposition, on veut une position pour gérer un pays, pour gérer l'existant. Est-ce que les gens sont prêts à mourir pour le pays, pour les générations futures? On a l'impression que ça n'existe pas dans nos pays. Et alors qu'en Chine, il y a quand même des gens qui sont morts pour la libération de la Chine. Mais moi, je pense que, bon, à mon avis, il faut rectifier. Je pose la question. Oui, il faut rectifier. Parce qu'en Afrique aussi, on a connu le mouvement de libération nationale. Oui. Au Zimbabwe. On a connu l'Angola, on a connu la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, avant, etc. On a connu le panafricanisme sur le plan politique. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Avec Kwame Nkrumah. Pourquoi ça n'a pas marché? Ils l'ont renversé, Kwame Nkrumah. Lumumba, Patrice Lumumba, qui était porteur du projet panafricaniste, il a été tué avec la complicité des Belges, des Français, et des Nations Unies quelque part. Mais est-ce que le flambeau a été repris? Oui, le flambeau a été repris par d'autres générations. Aujourd'hui, la génération de Diomaye et Sonko qui accèdent au pouvoir, c'est une génération qui s'appelle Parti africain, comment dirais-je, du Sénégal pour l'éthique et la fraternité, qui ont repris du point de vue de la référence idéologique le panafricanisme, qui ont repris la question de la souveraineté économique, souveraineté culturelle,
Et je salue la lettre ouverte de Boris et avec un écrivain du Kenya sur la souveraineté linguistique. Exactement, sur la souveraineté linguistique. Et ils ont dit quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas un seul pays développé qui apprend la langue d'autres à l'école. Ça, c'est absolument vrai. Oui, Senghor nous a mis dans le latin et le grec. Et comme disait Jean-Paul Sartre, les nègres gréco-latins. C'était ça. Aujourd'hui, on assiste à un révisionnisme Senghor. Hein? Mais Senghor faisait partie, je le dis très fort et haut, hein, du projet néocolonial. L'école sénégalaise de Senghor, je ne porte pas de jugement de valeur. Peut-être que c'était l'époque, j'en sais rien. Hein? Mais c'était l'école, la continuation de l'école coloniale, avec la production, comme dit... Oui, mais comment passer du constat à l'action? Bon, mais maintenant, je dis que l'action, c'est deux voies. C'est soit la voie démocratique, par les urnes. On a la chance au Sénégal que quel que soit le contexte, on peut arriver au moins à cette modalité de changement démocratique par les urnes. Ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi, par ce qu'on appelle le coup d'État patriotique qu'il y a eu au Mali, le coup d'État patriotique avec la figure emblématique de Thomas Sankara, qui a été repris par Ibrahim Traoré. Le Niger, aujourd'hui, moi, ce n'est pas la coloration, casquette, machin, tenue qui m'importe. C'est le processus. En tant que sociologue et analyste politique, c'est le processus. Ils ont réussi à faire quitter la France, le Niger. Ils ont réussi à faire quitter les États-Unis, qui avaient une base de drones là-bas, etc. Alors que le terrorisme, entre guillemets, continuait à prospérer. Donc pour moi, il y a un vent de renouveau en Afrique. Le Sénégal, l'exemple du Sénégal, vous avez, à mon avis, comme vous dites, des jeunes sont morts. Il y a eu plus de 2000 détenus. Donc ils ont donné leur vie. Donc il y a cette capacité aujourd'hui à donner sa vie. Et le Sénégal a démontré ce qui s'est passé le 24. Jusqu'à présent, les gens le minimisent. Et c'est très grave. Quand on n'arrive pas à décrypter, à faire une analyse de ce qui s'est passé, c'est une véritable révolution. Si c'était en Europe, déjà, beaucoup de livres sont sortis là-dessus, ou des documents. Comment cette jeunesse, malgré la répression qu'il y a eu, nous à l'époque on disait les appareils militaro-policiers, on n'a jamais vu ça au Sénégal. 2000 détenus, dont des femmes. J'ai jamais vu ça de ma vie, qui étaient au camp pénal. Plusieurs des femmes. Il y a eu des journalistes qui ont été arrêtés. Ce pays-là, il y a des gens qui ont dit oui, la République, on va sauver la République. La République, c'était quoi? C'était mettre des policiers partout. C'est tirer sur les gens. Mais le peuple sénégalais a été résilient. Et à un moment donné, ils ont pu, par des voies de contournement, arriver à battre le système en place avec un fichier électoral toxique. D'ailleurs, on doit l'auditer. Ça fait partie des priorités. Absolument. Les premiers pas de Diomaye dans le voisinage immédiat et dans la sous-région, comment l'appréciez-vous? Je dirais un mot quand même de... Oui, mais le temps qui nous est parti, il faut qu'on aille. Sinon, on ne va pas terminer le débat. La révolution, on verra. Mais en tout cas, l'idée qu'au Niger, au Mali et au Burkina, il y a véritablement une révolution populaire, j'en doute. Il y a des putschs militaires. Et ces putschistes-là ne sont pas des démocrates du tout. Et est-ce qu'ils seront des sauveurs des peuples? J'en doute aussi, puisque le Mali vient de décréter qu'il n'y a plus de manifestations démocratiques, les partis sont interdits, etc. Et donc ça, je ne pense pas que ça soit le bon chemin. Le bon chemin, c'est le chemin du Sénégal. Et au Burkina, on envoie tous ceux qui critiquent au front. Voilà, au front. Même si vous avez 70 ans ou même 80. Il y a eu l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ablassé, qui a passé un bon moment là-bas. Et l'avocat Guy Kam. Qui est sauvé par miracle. Bon, ça c'est la parenthèse. Maintenant, pour la tournée du président Diomaye Faye, moi je pense qu'il a fait une bonne tournée. Et le fait d'avoir commencé par la Mauritanie, nous avons des relations spécifiques avec la Mauritanie. Justement, la Mauritanie, d'ailleurs, cette frontière avec la Mauritanie, bon, il y a tout un débat là-dessus. Moi, mon grand-père est né à Bogué, c'est de l'autre côté. Bon, cela dit, il a bien fait d'aller là-bas. Il y a le pont de Rosso qui est en train d'être achevé. Oui.
c'est une excellente chose. Macky Sall avait déjà réussi, donc ça permet de raccrocher avec Diomaye en Gambie, le pont sur la Gambie. Ça, on doit vraiment faire une couronne à Macky Sall. On l'a cherché pendant des décennies et ça n'a jamais marché parce que les dirigeants gambiens comme paix à son âme, Diawara, Diamé par la suite, ont toujours refusé pour qu'on n'ait pas de continuité territoriale avec la Casamance. Donc ça, maintenant, c'est réglé. Et Diomaye a très bien fait d'y aller, comme il a très bien fait d'aller aussi en Guinée-Bissau. Tout ça aussi pour juguler cette rébellion MFDC qui, voilà, les gens se cachaient directement en Gambie ou en Guinée-Bissau avec la continuité linguistique, avec ces frontières qui... Et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est remarquable. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, dans l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui sont les leaders. La Côte d'Ivoire pèse 40% et nous, 25%. Donc, tous les autres, vous prenez le Burkina, le Niger, le Mali, le Bénin, le Togo et la Guinée-Bissau, 6, ils pèsent 40 plus 25, donc 65, ils pèsent le reste. Mais certains considèrent la Côte d'Ivoire comme Ouattara comme étant le symbole de la France-Afrique. Bon, ça c'est un débat. Ce qui est certain, c'est que c'est un économiste vraiment remarquable et qui a réussi à mettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir été en Côte d'Ivoire à un moment donné, jusqu'au nord, là où il habite, à Korogo, et enfin, ses origines. Mais lui-même se plaignait à dénoncer le prix qui est imposé pour le cacao ivoirien. Il disait qu'il n'arrivait pas à avoir... Mais vraiment, là, il a décidé de multiplier le prix aux producteurs par 2. Comme ça, il a décrété lui-même. Mais parce qu'il en avait ras-le-bol de ce capitalisme-là, mais nous sommes dans ce système capitaliste qui est ce qu'il est, qui broie tout. Et les pays donc, africains sont sucés jusqu'à la moelle épinière. Mais prenez par exemple tout ce qui se passe concernant nos pays et tout ce qui s'est passé avant. Les ajustements structurels qui ont abouti à la fermeture des internats au Sénégal, au démantèlement du réseau ferroviaire, etc., etc. Et tout le monde était là, les bras croisés. Et aujourd'hui, quel est l'audit de ces politiques-là? Et qu'on va nous imposer encore, parce que le FMI était là jusqu'au mois dernier pour une mission. Ils disent que maintenant notre taux de croissance sera à 7,1%. Et que l'FMI revient le mois prochain. Mais ça nous permet d'aborder cette question de l'FMI et la situation économique et financière du pays. Les nouvelles autorités semblent hériter d'une situation extrêmement tendue, difficile, et pourtant ils avaient fait des promesses de baisser le coût de la vie dès qu'ils prennent le pouvoir. Là, la population semble un peu impatiente par rapport à ces promesses qui ont été faites, avec une situation financière difficile. Oui, bon, mais moi je ne suis pas dans les logiques d'impatience petite bourgeoise, ou à la limite populiste. La bourgeoisie comprador. D'Antonio Gramsci. Oui, non, ce que je veux dire, c'est tout simplement, à mon avis, je salue ça. Je salue qu'on essaye d'étudier. On a mis en place un mécanisme de concertation. On aurait pu, dans un élan de populisme, tout de suite dire que le prix du riz a baissé, etc., prendre ces mesures comme l'avait fait Macky Sall à l'époque. Et ensuite, maintenant, tu as l'inflation, tout est reparti, etc. Moi, je pense que la démarche, elle est, à mon avis, la démarche, j'encourage les nouveaux dirigeants à continuer les concertations, voir tous les acteurs, etc. Il ne faut pas aussi arriver à ce qui, prendre des mesures qui risquent de nous conduire à ce qui s'est passé avec Allende. Allende au Chili. L'impérialisme a utilisé le syndicat des transporteurs pour bloquer les mesures qui étaient des mesures révolutionnaires. Donc il y a une opportunité, je pense. Et il a un large mandat populaire, de telle sorte que il faut une grande concertation. Le peuple sénégalais peut comprendre et sait que effectivement la situation économique elle est très grave, la situation sociale est très grave. C'est pourquoi ils ont voté contre ce pouvoir-là. C'est pourquoi ils ont voté pour les porteurs d'un projet de refondation des institutions, de refondation économique. Ils ont voté pour le projet souverainiste. Donc pour moi, il y a une maturité. Et les Sénégalais vont tout le temps surprendre. Mais quelles sont les marges de manœuvre? Les marges de manœuvre, à mon avis, les marges de manœuvre, le contexte, il est contraignant. Mais à mon avis, il faut qu'on apprenne que l'indépendance, la souveraineté aussi,
Il y aura des moments. Parce que si on veut lutter avec eux, il faut aller jusqu'au bout. Il y aura des moments durs. Donc nos petites habitudes là, etc., il faut qu'on soit capable même. Il le disait Ouad, à un moment donné, en disant quand il luttait contre, comment dirais-je, les cartels pétroliers et tout ça, en disant on revient à la bougie s'il le faut. Donc à mon avis, il faut aussi que le peuple, et je pense que le peuple sénégalais est résilient. Au Niger, ils ont coupé l'électricité. Au Burkina, ils ont coupé l'électricité. Mais le peuple a été résilient. Il y a un prix à payer et c'est le peuple qui est acteur de cette révolution. Ce n'est pas seulement la classe politique, c'est comme vous disiez tout à l'heure. C'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est les Sénégalais qu'on retrouve dans les quartiers populaires, ce qu'on appelle le lumpen prolétariat, etc. C'est générationnel, ceux qui ont voté. Parce qu'on n'a pas encore étudié le vote, du point de vue sociologique. Donc pour revenir, il faut faire face avec le front, plutôt un front contre le FMI et la Banque mondiale, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière. Moi, ça me pose des problèmes en tant que vieux patriote, qu'ils soient là, qu'ils reviennent en mission, qu'ils nous imposent. Non. Bon, maintenant, la solution, elle est panafricaine. Et je termine là-dessus tout simplement. Oui. On va, comme on s'est mobilisé pour dégager ce régime qui était là, et ce n'était pas facile pour dégager ce régime qui était là, on va également nous mobiliser pour effectivement faire face à toute politique néolibérale qui va nous confiner dans des situations qui ont prévalu à ce que ce pouvoir-là soit dégagé. Maintenant, je termine en disant, moi, je ne fais pas l'apologie des coups d'État militaires. J'analyse les contextes. Le contexte du Mali, il est différent, le contexte du Sénégal. Le contexte du Burkina, il est différent. Nous n'avons pas eu les trajectoires démocratiques. Le Sénégal, c'est 3 siècles de colonisation. C'est différent. Depuis l'Union soudanaise RDA, au Mali, quels sont les processus démocratiques? L'armée a toujours joué un rôle. C'est comme le Burkina, l'armée joue un rôle. L'armée n'est pas... Moi, je n'ai pas peur. L'armée, c'est des patriotes. C'est des Sénégalais, c'est des personnes comme nous. À un moment donné, de blocage institutionnel, même s'il n'y a pas de blocage institutionnel, si par exemple ce qui s'est passé au Niger, c'était un maquillage démocratique. Tout le monde savait que c'était un maquillage démocratique. Parce que l'offre néocoloniale s'accompagne de pseudo-démocratie. Et cette question bien précise par rapport à la situation économique du pays, tendue, où le nouveau pouvoir avait annoncé ce certain nombre de mesures par rapport au coût de la vie. Oui, mais c'est justement là où on attend ce nouveau pouvoir. Parce que le problème est très compliqué. Si vous prenez les pays qui sont nos voisins, la Guinée-Bissau, le Mali, enfin pas le Mali, disons la Guinée-Bissau, la Gambie, et peut-être un peu la Guinée-Conakry, ou voire même la Mauritanie, tous ces pays n'ont pas une armature, je mets les guillemets, administrative comme le Sénégal. Le nombre de fonctionnaires au Sénégal, c'est pas le même que dans ces pays-là. Et le nombre de fonctionnaires veut dire quoi? Une masse salariale qui va avec. Et il faut qu'on sache aussi qu'au Sénégal, on n'a même pas 500 000 salariés, privés et publics compris, ce qui est un problème. Donc la majorité absolue des travailleurs, entre guillemets, du Sénégal sont dans le secteur informel. Comment résoudre ces questions-là? Baisser les prix, ça ne se décrète pas. Il y a des processus économiques, par exemple, le gouvernement sénégalais, de manière souveraine, peut décider, par exemple, de renoncer à certaines taxes, par exemple sur les hydrocarbures, sur des choses comme ça. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a des recettes fiscales qui sont perdues. Et comment faire pour payer les salaires? Et ce régime, maintenant qu'il est en place, a décidé, d'après ce qu'on sait, de continuer le programme avec le FMI. Raison pour laquelle le FMI était déjà là. Eux-mêmes, ils y étaient allés d'abord. Ensuite, le FMI est venu et revient le mois prochain. Donc, pour peut-être finaliser. Et les FMI, ces recettes sont aussi vieilles que le monde, enfin, que les institutions de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont toujours des recettes. Parce que l'économie, il ne faut pas l'oublier, est une science humaine. Ce n'est pas une science exacte, mathématique, on peut trouver les choses facilement. Vous allez en France,
les économistes ne sont jamais d'accord sur quoi que ce soit. Il y a toujours des... Par exemple, la France a depuis des décennies un problème de chômage qu'il n'arrive pas à résorber. Et le chômage, il faut que la croissance augmente. Et ça permettrait de résorber le problème. Est-ce que la rupture va avec la continuation des programmes de FMI? Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal doit chercher d'autres alternatives de financement de son économie? Beaucoup parlent de l'économie islamique, qui peuvent être un levier de financement de l'économie. Oui, non, mais moi je pense que le problème de l'économie, ce n'est pas seulement à travers ce mécanisme-là. C'est les mécanismes de réappropriation, par exemple, du foncier. La réforme agraire, et qui est au cœur aujourd'hui de ce qu'on voit. Hein? Aujourd'hui, moi je pense qu'une véritable révolution en milieu rural, et il y a des mesures qui sont prises, c'est que les paysans deviennent des propriétaires avec, comment dirais-je, titre foncier. Cette réforme agraire va permettre, à mon avis, de générer des ressources. Le secteur minier, moi je ne sens pas que le Sénégal est un producteur d'or. Il faut qu'aussi cette production d'or, qu'on le ressente dans le panier du mélanger de la... Oui, absolument. Mais il faut peut-être commencer par la transparence. Combien nous produisons d'or? C'est ce que je dis. On ne le sait pas. Moi, je leur fais confiance. Et mettre en place des usines de transformation sur place. Pour le moment. Avoir un comptoir d'or au Sénégal. Exactement. Comme au Mali. Oui. Comme au Mali. Le Mali, on sait que c'est 73 tonnes d'or par an. Mais qui a empêché cette transparence? C'est l'ensemble des régimes qui se sont succédés jusqu'à présent, à mon avis. Qui a bloqué le fait que, par exemple, qu'on sache qui pêche, qui a licence, qui n'a pas de licence? Qui a bloqué tous les rapports de la Cour des comptes, de l'OFNAC, tous ces trucs-là? Qui l'a bloqué? C'est le régime passé qui l'a débloqué. Mais est-ce que ça va être facile avec une administration en interne qui est habituée justement à travailler ici, à masquer les choses, à travailler de façon à bloquer les problèmes? Je vous donne juste un exemple. Vous êtes un Sénégalais, vous allez aujourd'hui chercher un petit papier dans une administration, on vous fait comprendre entre les lignes, si vous ne payez pas, vous n'aurez pas votre papier. Alors que c'est votre droit le plus absolu. C'est ce que je veux dire. J'allais venir là. La corruption, je dis que si 50% de la corruption, par exemple, ils ont mis au cœur de la gouvernance, la gouvernance alternative aujourd'hui, la planification, le suivi et l'évaluation, avec des indicateurs très clairs, à mon avis. Et je salue ça. Je salue ça. Donc pour moi, c'est extrêmement important aujourd'hui la révolution culturelle dans l'administration. Un des objectifs prioritaires, c'est la lutte contre la corruption. Si aujourd'hui l'évasion fiscale, si on arrive à régler ce problème, je pense que, je ne dis pas qu'on n'aura pas besoin de la coopération financière internationale, quelle que soit sa forme, hein, mais si on a des patriotes qui sont là, qui garantissent notre souveraineté, si on arrive à l'objectif de réduire au fur et à mesure la corruption dans ce pays, et en même temps aussi, il faut changer l'administration. Absolument. Tous ceux qui ont participé, moi je dis, ce n'est pas une question de technocrate, etc. C'est une question éminemment politique. Les Che Guevara et les Fidel Castro, quand ils sont sortis de la Sierra Maestra, ils sont venus, l'administration a été sabotée par les États-Unis. Che Guevara, qui était, à mon avis, un docteur, a été directeur de la banque de Cuba. Et il a dit que militants révolutionnaires peuvent. Donc pour moi, tous ceux qui ont participé à reproduire le système corruptif dans l'administration, ils doivent quitter. Ouais, rapidement, la question fondamentale, les gens demandent, est-ce que ça ne va pas beaucoup plus loin qu'aujourd'hui qu'au Sénégal, le vrai problème qu'on a, c'est le problème, c'est la famille. La famille? La famille. Aujourd'hui, la famille. Aujourd'hui, la corruption dont on parle commence d'abord dans les familles. Oui, mais il y a aussi un problème culturel qui est difficile à déraciner. Il faut saluer les gens, il faut persister. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'occuper d'abord de la question de la famille, de l'éducation dans la famille pour élever les gens dans le droit chemin? Mais ça, c'est fondamental. L'école s'occupe d'instruction. L'éducation, c'est dans les familles. C'est les familles qui doivent éduquer les enfants. Parce que la révolution chinoise est passée aussi par la réforme des familles en Chine. Mais bien sûr. Mais nous avons maintenant de multiples exemples de comment développer un pays.
il n'y a plus que le modèle occidental. Ces pays-là, que ce soit la Malaisie, Taïwan, mais aussi la Corée du Sud, etc., et la Chine populaire d'ailleurs, mais ont des modèles qui ont été probants. Ils ont développé leur pays, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous, on a un modèle qui est aussi démocratique. Et donc, au niveau de l'administration, on ne peut pas licencier les gens comme ça. Ces gens-là ont des droits. Donc, c'est très compliqué. C'est la même chose. Aujourd'hui, on est en situation de cohabitation, il ne faut pas l'oublier. Au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée est entre les mains de Benno Bokk-Yakaar. Le nouveau pouvoir n'a pas la majorité à l'Assemblée. Et donc, ce nouveau pouvoir ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, il est obligé de dialoguer, de négocier. C'est ça la réalité. Le temps que nous sommes partis est terminé. Merci infiniment à Mohamedou Dia, journaliste, philosophe et écrivain. Merci à Mamadou Wan Di Mao, sociologue et spécialiste de la petite enfance. À la technique, Amadissi, micro Alassane Sambodjo. Excellent dimanche à tous. Radio 90.